Ok. Alors, on va passer donc à un paradoxe apparent, très célèbre, aussi célèbre quasiment que le paradoxe des jumeaux. Le... Alors là, ils l'ont fait avec un vaisseau spatial, mais en fait, cet exo, c'est toujours le même. Il a plein de variations possibles. L'idée, c'est que vous avez un objet de taille L, vous avez une grange en général, ou un garage, ou ce que vous voulez. C'est un garage ici. Alors, on va le prendre de taille. Ouais, je peux le prendre plus petit, ou bon, ouais, dans l'énoncé ici, on va le prendre de taille L aussi. Ouais, c'est plus ou moins la même taille. Donc l'idée, c'est que votre voiture, ou votre vaisseau, vous pouvez le ranger, vous pouvez l'amener dans le garage, fermer le garage, et ça rentre pile. Ok. Maintenant, si votre voiture, elle arrive à une vitesse qui est très grande, du point de vue du garage, la voiture est plus courte. Alors, point de vue du garage, lui, il fait une taille L, donc lui, il est au repos, et il voit lui arriver dessus un objet qui est du coup contracté. Donc la question, c'est est-ce que la voiture rentre dans le garage? Est-ce qu'elle va réussir à rentrer dans le garage? Bah, du point de vue, alors je sais pas de quoi ça parle, ça. V prime je sais pas de quoi tu parles sur V prime. V prime, bah il n'y avait pas de V prime, il y avait que V et moins V. Ok. Bon. S'il y a deux vitesses différentes, donc la règle qui va vitesse v et la particule qui va à une vitesse moins u, vous avez une formule générale qui est celle de la composition des vitesses qu'on voit en TD4, qu'on fera de façon complète. Donc du point de vue du garage, la voiture est contractée, donc la voiture va normalement pouvoir rentrer dans le garage sans problème. Sauf que du point de vue de la voiture, c'est l'inverse. Puisque la voiture, elle est là, vous êtes là, vous faites une longueur L et vous voyez arriver vers vous un garage qui fait une taille contractée. Donc là, vous dites, c'est pas cool, je vais jamais pouvoir rentrer là-dedans. Ok. Et donc, il faut poser une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment, est-ce que l'avant du véhicule va se cracher, typiquement? Est-ce que l'avant du véhicule va se cracher sur le mur arrière, oui ou non? Dans, du point de vue du... Après, on suppose que le vaisseau, par exemple, peut s'arrêter immédiatement. Alors, on va tourner l'énoncé un petit peu différemment, mais euh, ça revient, ça va revenir à du point de vue du garage, le vaisseau passe sans problème. Et du point de vue du vaisseau, bah, en fait, je vais me cracher sur le mur arrière. Et ça, comme c'est un truc qui est manifestement indépendant du référentiel, s'il y a crash ou s'il n'y a pas crash, il faut que les deux soient d'accord. Et tel quel, ça n'est pas évident de savoir ce qui se passe, puisque ça a l'air quand même essentiellement paradoxal comme situation. Alors en fait, ça ne l'est pas, mais c'est un peu subtil. Ouais, ouais, ouais. Non, non, alors il n'y a pas d'accélération pour pas qu'il y ait de rythme. On va vraiment faire à vitesse constante pour pas qu'il y ait brisure de symétrie. Et donc on sera légitime de poser la question dans les deux référentiels. Et on veut avoir la même réponse dans les deux référentiels. Parce qu'il y en a un où c'est le garage qui est au repos, mais dans l'autre, c'est le vaisseau qui est au repos. Tu vois. Et ce qui semble intuitivement impossible,
bah, c'est que d'un côté, il y a la voiture qui est petite et le garage qui est grand, donc c'est cool. Et dans l'autre sens, c'est la voiture qui est grande, mais c'est le garage qui est court. Donc ça semble poser un problème. Alors, pour, euh, pour aller un peu plus loin, en fait, on va introduire des portes avant et des portes arrière à ce garage, et on va introduire une procédure expérimentale, et on va voir ce qui se passe. Donc, dans l'énoncé, c'est Luc et Leia. Alors, Leia, c'est celle qui est dans le garage, je crois, c'est ça. Donc, on va prendre le point de vue de Leia d'abord. Leia, elle est dans le garage. Elle a sa porte avant ici qu'on va appeler P avant. Et ça, c'est la porte arrière. Le vaisseau arrive par là. Donc Luc arrive par là, à une vitesse V. Je vais appeler T la tête du vaisseau et Q la queue du vaisseau. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, l'énoncé qu'on vous donne, je vais le compléter un tout petit peu pour que ça soit. Je vais le rendre un peu plus, encore plus contraint. Parce il dit, en voyant Luc arriver, Leia se rend compte que la porte opposée, donc la porte arrière, est toujours fermée. Elle ouvre cette porte-là juste au moment où T arrive sur la porte avant. Ah oui, ils disent ça. Attendez, parce que moi je vais vous répondre à autre chose, je crois. Oui, ça c'est pas la bonne. Ok. En fait, ce que je vais dire, ce que je vais supposer, c'est encore, c'est un truc encore plus dur en fait. C'est pour voir que la contraction des longueurs est possible. Je vais dire que donc ce vaisseau qui est plus court, quand l'arrière, là du point de vue de Leia, le vaisseau est plus court. Donc pour Leia, ouais, le vaisseau est plus court. Donc pour Leia, je vais dire que quand l'arrière du vaisseau est entièrement passé, donc enfin quand le vaisseau est entièrement passé, c'est-à-dire que quand l'arrière du vaisseau est au niveau de la porte avant, elle décide d'ouvrir cette porte. Ok. Et de fermer celle-là. Donc quand Q arrive en... Je change un peu l'énoncé parce qu'en fait, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Parce que, vous voyez, en fait, c'est mieux de le faire comme ça. Eux, ils disent la tête avant du vaisseau, mais ça n'a pas réellement de sens. En fait, je pense que c'est une typo, à vrai dire. Parce que ce qui compte, c'est de savoir si le vaisseau, il est effectivement vraiment plus court ou pas. Et donc, quand il est entièrement entré dans le garage, est-ce que l'avant, ça a craché sur le mur arrière ou pas? Et donc, c'est à ce moment-là que j'ouvre la porte. Et du coup, le vaisseau va pouvoir continuer. Et la question, c'est est-ce qu'il a tapé ou pas le mur? Et on verra que non, il n'a pas tapé le mur. Quand Q arrive en péave, Leia ouvre la porte arrière. De façon instantanée pour elle. Pour visualiser tout ça, on va faire des diagrammes de Minkowski. Donc du point de vue de Leia. Leia, elle est là, et ça, on va dire que c'est c'est la porte avant. Ça, c'est la porte avant du garage. Ça, c'est la porte arrière. Il y a un vaisseau qui arrive avec une vitesse relativiste. Ok. Ça, c'est la tête du vaisseau. Et ça, c'est l'arrière du vaisseau. Les deux ont censé être la même longueur au repos, mais du point de vue de Leia, la longueur apparente du vaisseau, c'est ce bout-là, comme on vient de le voir. Et donc, c'est L. Ici, j'ai L0. Alors là, j'ai L0 sur gamma. Mais ces longueurs-là, elles ne vont pas m'intéresser beaucoup. Ce qui va m'intéresser beaucoup plus, c'est de me donner ces événements-là. Donc, je vais me donner E1. Ouais, il marche pas bien. Je vais me donner E1, E2,
E3 qui arrive après, et E4. Ça, c'est la chronologie de ces 4 événements pour Leia. Alors, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à E1, c'est l'avant du vaisseau qui arrive sur la porte avant. Donc la tête du vaisseau arrive sur la porte avant. E2, c'est le vaisseau est entièrement passé dans le garage, puisque Q est passé à la porte avant. Alors, on le voit clairement ici sur le schéma, E2 se produit avant E3. E3, c'est la tête T arrive à la porte arrière. Comme ça se produit avant du point de vue de Leia, ça signifie que le vaisseau est entièrement entré. À ce moment-là, le vaisseau est entièrement entré. Donc le vaisseau est là, du point de vue de Leia. Donc le vaisseau a franchi la porte arrière entièrement, la porte avant entièrement, et il n'a pas encore atteint la porte arrière. Donc effectivement, il est plus court que le garage, donc il rentre sans problème. E4, c'est la fin du processus. E4, c'est l'arrière du vaisseau qui franchit la porte arrière. Ok. Donc du point de vue de Leia, tout se passe bien. Vous voyez que, en fait, elle n'a même pas besoin d'ouvrir la porte arrière ici, à la limite. Euh, Lui, il est là, il n'a plus qu'à freiner extrêmement rapidement et puis il va se ranger dans le garage. Ok? Mais comme on a dit, le problème c'est pour Luc plutôt. C'est Luc qui pense que le garage est trop petit. Donc on va faire ce même diagramme dans le référentiel de Luc. Alors, dans le référentiel de Luc, si le vaisseau arrive avec une vitesse V comme ça, le garage arrive avec une vitesse moins V. Mais pour dessiner de façon peut-être plus claire, je vais faire une inversion de parité. Je vais continuer de faire venir le garage par la gauche. Donc là, c'est la porte avant du garage qui arrive sur Luc. Et ça, c'est la porte arrière. Je vais le faire plus grand. Je vais le faire plus grand. Je vais avoir besoin de plus de place. Donc ça, c'est les deux lignes d'univers de la porte arrière et de la porte avant. La longueur du garage telle qu'elle apparaît pour Luc. Et le vaisseau, alors la porte avant, elle vient vers la tête du vaisseau. Donc du coup, dans le référentiel de R', lui, il est dans son vaisseau tranquille. Et la porte avant, elle commence à arriver par la tête. Okay. Si je replace mes E1, E2, E3, E4, qui étaient ici, tête du vaisseau arrive sur la porte avant. C'est ici. E1, c'est là. L'arrière du vaisseau est passé par la porte avant. C'est là. E2. T arrive à la porte arrière. C'est là. Et fin du processus 4. Alors, il y a un truc remarquable sur ce schéma. C'est pas, la différence n'est pas énorme, mais si vous le refaites chez vous, vous verrez bien. Dans R', E3 est avant E2, qui est l'inverse. Pour Leia, E2 se produit avant. Alors E2, je rappelle, c'est-à-dire que pour Leia, l'arrière du vaisseau franchit la porte avant que la tête du vaisseau ne tape la porte arrière. C'est la simultanéité est inversée dans le référentiel R'. Dans R', c'est la tête du vaisseau qui arrive à la porte arrière avant
que l'arrière du vaisseau soit passé par la porte avant. Ça, c'est normal puisque le garage est trop petit en fait. Vous voyez bien que le garage est trop petit dans ce référentiel-là pour rentrer. Ok, sauf que quoi? Sauf que Leia, en E2, à l'instant E2, elle a décidé d'ouvrir la porte arrière. Et donc, il faut aller... Ah, il me faut une règle, voilà. Ça, c'est les lignes d'univers. Donc, le cône de lumière, il est ici. Le cône de lumière en E2, je le trace. Je trace l'axe des simultanéités, qui est la bisectrice. Ça, c'est la ligne de simultanéité de Leia, puisque c'était prime, du point de vue de Luke. Donc quand elle ferme la porte, enfin plutôt quand elle ouvre la porte arrière, ça se produit non pas en une horizontale ici, mais le long de cet axe. Cet axe, je le prolonge, puisque je vais aller voir ce qui se passe sur la porte arrière, donc le long de cette droite-là. Je le prolonge et en fait ça tombe pile, ouais, alors j'ai pas fait des parallèles très très bonnes, ça doit tomber pile sur E3 en fait. Ça c'est vrai parce que le garage et le vaisseau ont la même longueur à vide, enfin dans leur référentiel propre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait là où il devrait y avoir un crash, donc quand est-ce qu'il devrait y avoir un crash? C'est quand la tête tape la porte arrière. À ce moment-là où il y a un crash, en fait, il n'y a pas de crash puisque Leia ouvre la porte pile à ce moment-là. Donc le vaisseau est effectivement trop grand, mais du point de vue, ce qui se passe, c'est que dans R, la fermeture de la porte avant et l'ouverture de la porte arrière sont simultanées, mais dans R', Luke voit la porte, il voit la porte arrière s'ouvrir avant qu'il ait entièrement traversé le garage, en fait. C'est-à-dire avant que l'arrière de son vaisseau soit arrivé à la porte avant. Donc il est là, je vais décrire le marqueur, qu'en gros il y a un garage qui est trop petit et il y a un vaisseau qui est trop grand. Donc normalement crash. Alors c'est le garage qui va dans ce sens-là. Sauf qu'en fait, quand le vaisseau arrive, un instant plus tard le vaisseau est là, il est arrivé sur la porte arrière ici, la tête est au niveau de la porte arrière, et évidemment en fait il n'est pas encore complètement rentré dans ce garage, puisqu'il est plus grand, mais dans le référentiel de Leia, normalement la porte ici elle ne s'ouvre que quand le vaisseau est entièrement passé. Mais ça n'est pas vrai dans le référentiel R'. Dans le référentiel R', il n'est pas encore totalement rentré, que elle ouvre déjà la porte. En fait, c'est comme si elle l'ouvrait un peu en avance, au bon moment. Et donc le vaisseau réussit à passer ce sas. Et du coup, il n'y a pas crash, ni dans un référentiel, ni dans l'autre. Ce qui est une façon de... Bah, c'est plus clair, c'est de voir dans le garage, de dire que cette contraction des longueurs est une réalité physique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ça n'est pas une fausse... Juste une... Ça n'est pas juste une illusion d'optique, en fait. C'est ça que ça veut dire. Il n'est pas facile, hein, celui-là. Il est pas facile. Mais ce que ça veut dire aussi, alors, je pense qu'elle vous a mis le lien, Irena, d'une vidéo qui est sur YouTube. C'est que si vous avez un obstacle, donc vous avez un tunnel, fermé, vu de dessus, ouais, vu de dessus, et vous mettez une longueur L qui est plus grande, ok, là je l'ai pas, qui est plus grande que le tunnel. Si vous êtes en mécanique classique, un instant plus tard, l'objet, il va dépasser des deux côtés, puis après, il va ressortir, il sera encore un peu à l'intérieur, et il sera là. Donc vous allez voir, à un moment, vous aurez une photo
où les deux extrémités du vaisseau ou de cet objet-là vont dépasser. En relativité restreinte, si V est suffisamment grand, si V est proche de C, en fait, il y aura des images où réellement cet objet sera entièrement à l'intérieur et vous ne verrez pas, vous ne le verrez pas ni à gauche ni à droite, alors qu'au repos il est plus grand. Ok, c'est le même, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Voilà, je l'ai fait comme ça parce que la question c'est discuter ce paradoxe et c'est pas beaucoup de questions intermédiaires, n'est-ce pas? Donc pour le discuter, il faut absolument faire des schémas de Minkowski, discuter des événements remarquables et voir comment ils se placent dans les deux référentiels. Mhm. Ouais. Euh, il y a aussi une dilatation visuelle, oui. Enfin, il y a des effets d'aberration. Enfin, sur l'optique, il peut y avoir des effets, oui, ça c'est vrai. Mais pas que. C'est pour ça que j'ai fait un exo avec des portes qui se ferment et qui s'ouvrent. Enfin, que je l'ai un peu. Oui, mais ça n'est pas que optique. C'est-à-dire, là, dans cette version-là, c'est que optique. Mais une autre version qui est quasiment la même, c'est qu'en fait, vous avez un tunnel, donc, vous avez un tunnel, ok, qui fait une longueur L. Au repos, le vaisseau, il fait aussi, le train, là, vous avez un train, qui fait aussi une longueur L quand ils sont dans leur propre référentiel. Et dans le référentiel du tunnel, il y a une herse qui s'abat. Mais elle s'abat des deux côtés en même temps, à t égale 0, enfin à t égale un certain temps. Les deux herses s'abattent et la question est, le train est-il sectionné, oui ou non? Et ça n'est pas visuel. C'est est-ce qu'il est sectionné, oui ou non? Et la réponse est non, il n'est pas sectionné. C'est-à-dire que s'il va suffisamment vite, il va être contracté. Les deux herses vont tomber et il va se retrouver dedans. Le paradoxe, il est dans l'apparente contradiction des points de vue. C'est-à-dire que du point de vue du tunnel, cette situation, ce graphe ne pose aucun problème, puisque bah oui, bien sûr, le train est contracté. Donc du coup, et moi, moi qui suis le tunnel, je décide dans ma simultanéité à moi de faire descendre ces deux herses en même temps. Donc soit je le découpe en deux, soit je le découpe en deux, le train, ou même en trois à la limite. Et la réponse est non, puisque évidemment il est minuscule, puisqu'il va très vite, très très vite proche de la lumière. Le train est devenu tout petit vis-à-vis de moi, donc il n'est pas coupé en deux. Voilà. Mais du point de vue du train, quand toi tu es dans le train, bah, tu as peur en fait, parce que tu vois un tunnel qui est extrêmement petit. Tu vois un tunnel qui est vraiment pas épais du tout, et avec des herses dont tu sais que les herses vont s'abattre. Donc tu vas te faire découper quoi. Et alors en fait tu ne te fais pas découper, parce que c'est pour la même raison que Leia, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce référentiel-là, les deux herses ne tombent pas en même temps. En fait, ce qui se passe, c'est que à part, ce qui va se passer pile, précisément, c'est que euh, la, en fait, si tu es pile sur les mêmes longueurs, la herse devant ne va se fermer que pile quand tu auras traversé entièrement, et et celle de derrière, pareil, que quand tu auras tout traversé en fait. Alors attends, non, pas ça, il faut que ça soit pas découpé. Ah oui, attends, sur la découpe, c'est peut-être un exo un peu différent. Euh, Celui-là, il faut que je réfléchisse. Mais enfin, il est peut-être un peu différent dans la solution sur le diagramme.
Mais la réponse est qu'il ne va pas se faire découper, et l'astuce, ce sera qu'en fait les hertz ne tombent pas en même temps dans le référentiel R', puisque deux événements simultanés dans R, mais qui ne sont pas cités au même point d'espace, ne sont pas simultanés dans R'. Ça, on avait déjà vu ça. Euh, vous avez beaucoup de variations, ouais, juste, vous avez beaucoup de variations. Vous avez le problème du skieur qui descend une piste de ski, mais il y a un trou. Alors le skieur, il a des grands skis, donc du coup, bah, pour lui, c'est tranquille. Surtout que de son point de vue, c'est le trou qui vient vers lui, comme il va à une grande vitesse. Le trou est encore plus petit, donc pour lui, ça pose pas de problème. Par contre, du point de vue du trou, c'est les skis qui sont plus courts, et donc du point de vue du sol, tu penses que le skieur va tomber. Alors qui a raison? Et vous en avez des tas de versions comme ça de cet exo, et c'est toujours le même, en fait. Et tu allais dire? Ouais. Ce que je veux dire avec le tunnel, c'est que ça n'est pas une question. La question ici n'est pas une question d'illusion d'optique. Je veux dire que si un train se fait découper en deux, c'est pas une illusion d'optique. Et on veut ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas ça le paradoxe. Ça, tout va bien. Le paradoxe, ou la contraction, c'est que c'est entre les deux points de vue, en fait. C'est qui a raison. Parce que d'un côté, ici, tu dis c'est le train qui est petit et il rentre dans deux hertz qui vont tomber. Est-ce qu'il est découpé? Manifestement non, puisqu'il est plus petit que le tunnel. Donc ça passe. Mais dans l'autre point de vue, ça a l'air d'être l'inverse. C'est ça le paradoxe. Non, tu dois trouver la même chose. Je veux dire, ton train, s'il se fait découper, ça doit être vrai dans les deux référentiels. S'il se fait pas découper, ça doit pas être vrai. Tu vois, ça doit être dans aucun référentiel. Il y a, moi, oui. Ah bah non, c'est pas possible. C'est ça. Mais en fait, non. En fait. Alors, celui-là, j'y ai pas repensé, mais je crois que faut voir comment ça se résout. Mais vu que dans ce point de vue, c'est clair qu'il se fait pas découper, ça doit être manifeste qu'il se fait pas découper non plus dans l'autre. Alors la raison, faudrait refaire un diagramme de Minkowski. Euh, ouais, faudrait refaire un diagramme de Minkowski. Et pour la question du forum, j'ai vu qu'est-ce qui se passe quand le skieur s'arrête. Est-ce qu'il se redilate brutalement? Bon, ça c'est un peu hors champ, ça, parce que il faudrait une accélération infinie. Et donc évidemment, en fait, freiner ou accélérer, ça prend forcément toujours un peu de temps. Donc c'est pas instantané, quoi. Ça peut pas être instantané, ces choses-là. Ah oui, oui, absolument. Et il faut des facteurs gamma. Gamma, tu sais, donc c'est L0 sur gamma, la contraction des longueurs. Gamma, c'est ça. Ça, c'est une fonction. On aurait peut-être pu commencer par là, mais ça, c'est une fonction qui est extrêmement piquée. Elle vaut 1 jusqu'à pendant très longtemps, et ouais, elle ressemble à ça, quoi. Donc, il faut être très proche de C. En fait, à 2 tiers de C, tu vaux combien? Tu vois, à 2 tiers de C, tu es à 4 neuvièmes, 1 moins 4 neuvièmes, tu es à 5 neuvièmes.
t'es à racine de 5, t'es à racine de 5, 3, t'es à 3 sur racine de 5, t'es à 1,2, quoi, un truc comme ça, je sais pas. Donc même il faut vraiment aller vite pour avoir des facteurs gamma importants. Après, ça, c'est des choses dont on a tout à fait l'habitude, en revanche, en physique des particules. Tu vois, un accélérateur de particules de nos jours, il produit des facteurs gamma assez monstrueux. Le, le LHC, quand on dit qu'il est aux 5 téraélectronvolts, 7 téraélectronvolts, sachant que la masse d'un proton c'est 1 gigaélectronvolt, ça veut dire, par une formule qui est un peu ce qu'on appelle la masse effective, qu'on verra peut-être. Ouais, tout se passe un peu comme si la masse était multipliée par un facteur gamma dans le PFD relativiste. Donc quand on dit que le le LHC accélère à 7 TeV, ça veut dire que le facteur gamma vaut 7000. Donc on est très 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 proche de la vitesse de la lumière. Donc tu écris que V c'est C facteur de 1 moins epsilon. Tu fais ton développement limité de gamma en facteur de epsilon et tu trouves un truc. Et du coup tu calcules ce que vaut le epsilon, quoi. C'est de montrer que la contraction des longueurs est un phénomène réel, et pas juste apparent, et pas juste euh, optique, comme tu disais. C'est pas qu'une illusion d'optique qu'un truc apparaît plus court. Il est plus court. Il est plus court. Ouais. Comme la dilatation du temps, comme le fait que le temps passe plus lentement dans un référentiel en mouvement. Quand tu mets des horloges dedans et que tu fais revenir le référentiel et que tu compares, c'est réel. C'est un vrai effet physique. Ah bah ça fait couler beaucoup d'encre. Ouais. Mhm. Ouais. 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 Alors ça c'est une grande discussion, un grand débat du début 20e, hein, parce que c'est pas pour ce paradoxe, il a sûrement été sorti par des gens qui voulaient montrer que cette théorie était fausse, quoi, tu vois. Euh, Ça a fait couler beaucoup d'encre. J'ai pas forcément de réponse précise à ça, mais ah non, non, ça c'est établi, mais je te parle du début 20e, c'est-à-dire quelques années après l'apparition de cette théorie, les gens l'ont pas accepté tout de suite. Tu vois, enfin, ils sont posé des questions, et ils ont trouvé des questions comme ça, qui se sont dit, ouais, attends, mais ça c'est super bizarre quand même. Et ils se sont dit, bon, mais si le train il est contracté, c'est qu'il y a quoi? Il y a une espèce de force qui contracte ce truc. Euh, et en fait, non, il n'y a pas de force. La meilleure réponse que je peux faire, c'est que c'est la géométrie de l'espace-temps qui est modifiée, en fait. C'est ta métrique. En fait, c'est peut-être plus clair d'ailleurs, mais c'est ça, comme en cosmologie, quand on parle de l'expansion de l'univers, c'est pas une force qui fait s'éloigner les objets, les accélérer ou pas les uns vers les autres. Bon, même s'il y a la gravité. C'est de, Dans l'expansion de l'univers, t'as deux corps sont au repos l'un par rapport à l'autre, et pourtant, la mesure, la mesure de la distance grandit. Alors ça, c'est lié à ce qu'on appelle la métrique. Et la métrique relativiste, c'est celle qu'on a vue, c'est plus un moins un moins un moins un. Et alors je pense que c'est... En fait, ce qui se passe, c'est que
ok, spatialement, le train se contracte, mais d'un autre côté, le temps se dilate. Et donc, en fait, il y a un truc qui est invariant là-dedans. Sauf que le bon invariant, ce n'est pas juste le spatial ou juste le temporel. L'invariant, c'est les deux. C'est un mélange des deux. C'est lui. C'est comme ça qu'il faut le voir, en fait, je pense. Voilà, c'est égal à 1. Ouais, tu peux. Oui, oui, on peut le voir un peu comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est ce qu'on verra d'ailleurs après. Dans le TD4, on va parler des quadrivitesses. Je sais pas s'il a commencé dans le cours. Mais au lieu d'écrire juste le vecteur vitesse, on va écrire un quadrivecteur vitesse qui aura une composante en plus. Il y aura la vitesse newtonienne plus une vitesse temporelle, si tu veux, qui en l'occurrence va valoir gamma et gamma bêta. Et la norme carrée de ce truc va être constante. Alors plus ou moins C2, ça dépend de la signature. Ici, ce sera moins dans notre signature. Vmu, c'est un indice comme les indices I, sauf que c'est un indice qui va à 0, 1, 2, 3. Donc c'est pour ça qu'on appelle des quadrivecteurs et pas juste trois composantes x, y, z. Donc oui, c'est exactement ce que tu dis, effectivement. On est au sens, sauf que la norme de ce vecteur, c'est pas ça au carré plus ça au carré, c'est qu'il y a un signe moins entre les deux, quoi. Qui vient de la géométrie hyperbolique sous-jacente. Voilà. Alors ça, c'est l'exo. Cette discussion-là, c'est probablement une des plus difficiles, hein. C'est celle qui rend la relativité restreinte difficile. Ce que je vous avais dit au début. Les calculs, vous avez vu qu'ils sont à la limite du trivial, hein. C'est des transformations linéaires bébêtes. Par contre, la physique n'est pas simple, non. Ça prend du temps de revoir ça. D'ailleurs, là, même moi, là, sur les hertz, là, il faut que ça m'intéresse. Je sais que je l'avais fait il y a longtemps, mais est-ce que c'est exactement le même problème que. Alors, un peu différent. Moi, dans l'EIA, on fermait. On, cette porte est ouverte, on ouvre celle-ci pendant qu'on ferme celle-là. Là, on ferme les deux en même temps. Donc j'ai quand même l'impression qu'il va se faire découper, mais manifestement, il ne peut pas. Donc c'est que d'une façon ou d'une autre, il ne se fait pas découper par ça. Il faut aller faire le diagramme de Minkowski pour le voir. C'est là aussi que les diagrammes sont hyper utiles, hein, pour ce genre de problème. Mm. Euh, bah, euh, bah, ça dépend peut-être un peu de la question que tu te poses. Attends, j'ai un truc qui sonne. Ça dépend. Je suis en train de penser, on aura un exo sur le muon. Est-ce que, justement sur une particule, c'est-à-dire que le muon a une durée de vie très courte. Il y a des muons qui sont émis par le Soleil. Et même s'ils arrivent à la vitesse de la lumière, sa durée de vie fait que normalement, ils ne devraient pas pouvoir se détecter au sol, ils devraient se désintégrer dans la haute atmosphère. Or, en fait, on envoie au sol des muons. Et la seule possibilité, c'est que du point de vue du muon, l'atmosphère est très courte. Et donc là, c'est plutôt dans l'autre sens, tu vois. Là, c'est plutôt le fait que, de son point de vue de la particule, l'atmosphère soit plus courte, ça nous permet plutôt d'expliquer quelque chose que l'inverse, tu vois. Et du point de vue de la Terre, en fait, c'est possible parce que sa durée de vie, c'est dans son référentiel propre. Mais du point de vue terrestre, sa durée de vie, elle est vachement agrandie par le facteur de Lorentz, puisque le temps passe moins vite, et donc il peut traverser l'atmosphère. En fait, tu vois, tu peux jamais résoudre un paradoxe d'un changement de référentiel à l'autre sans avoir à la fois la. Là, on a beaucoup insisté sur la contraction des longueurs, mais comment il se résout? Il se résout par une question de simultanéité quand est-ce que Leia ouvre la porte. Donc c'est toujours un mélange de temps et d'espace en fait qui permet de résoudre ces choses-là. Sur le muon, c'est particulièrement clair parce que
Du point de vue du muon, c'est juste que l'atmosphère qui fait 30 km d'épaisseur, en fait, du point de vue du muon, elle n'en fait que 200 mètres, peut-être, un truc comme ça, on verra les chiffres. Et donc il passe sans problème. Et du point de vue terrestre, c'est sa durée de vie, puisque le muon, c'est une particule instable qui a tendance à se désintégrer en électrons et en neutrinos, avec une durée de vie très courte de l'ordre de la microseconde. Donc une microseconde à la vitesse de la lumière, ça fait pas autant que 30 km, ça fait moins que ça. Tu vois. Ça fait, je sais pas combien ça doit faire 1 km à quelques. Une microseconde de lumière. Et du coup, c'est uniquement parce qu'il arrive à des facteurs de Lorentz très, très grands, très relativistes, que pour nous qui sommes statiques ici, l'horloge du muon est ralentie, et donc le muon est en fait à une durée de vie plus longue que ce qu'il devrait avoir de notre point de vue. Et du coup, le paradoxe disparaît, il n'y a pas de paradoxe, et de fait, les muons arrivent sur Terre. Ce qui ne serait pas possible autrement là non plus. Donc encore une fois, réalité de dilatation du temps et de contraction des longueurs. Avec des effets qui ne sont pas seulement des effets optiques. Tu vois, la désintégration, elle est ici, elle n'est pas là-haut. Ok. Mhm. Ouais. Non, non, attends, non, non, c'est pas vrai, j'ai jamais mélangé les deux. Même, qu'est-ce que tu veux dire par relation classique? Parce que j'ai utilisé que du Lorentz dans le TD2 et 3. J'ai jamais utilisé de transformation galiléenne. Bah, dis-moi, dis-moi. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Oui, oui, je pensais bien que tu pensais à ça, mais ça n'est pas une transformation newtonienne, ça c'est de la cinématique de base. Si tu vas à une vitesse v, en relativité ou pas en relativité, ça reste vrai. Parce que par définition, la vitesse c'est dx sur dt. Donc de toute façon, ce qui change en relativité ou pas en relativité, c'est comment tu passes dans R à R', et inversement. C'est ça qui change, mais pas le. C'est-à-dire que ici c'est v, c'est dx' sur dt'. Et ce qui change, c'est tes relations entre x' et dt'. Mais ta cinématique de base, c'est-à-dire que quand tu vas à vitesse constante, ton x est une droite affine, ça change pas. Et c'est pas newtonien, c'est une intégration. En fait, c'est la définition de la vitesse que tu intègres, que tu primitives, quoi. Tu vois. Et ça reste vrai en relativité restreinte, en effet. Mais en revanche, je n'ai jamais fait de calcul galiléen newtonien au sens strict du terme, c'est-à-dire que je suis jamais passé de R à R' par des transformations de Galilée, sauf au TD1 puisque c'était la question. Galilée, c'est V' égale V moins U, avec U la vitesse relative, en relativité restreinte. Alors là, c'est le TD4, mais la composition des vitesses, c'est pas ça. C'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Là, je faisais pour les vitesses, mais pour les coordonnées, je voulais écrire pour les coordonnées en fait. Galilée, c'est x moins ut, et t' égale t, alors que Lorentz, c'est x' égale gamma, etc. Ok. Et j'ai jamais utilisé de transformation de Galilée dans le TD2 et dans le TD3. Ouais. Mm. Oui.
Oui. Oui, oui, tu peux en avoir plus que deux, oui. C'est possible. Oui. Ouais, 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 je me souviens. Ah, c'est possible. C'est possible, je peux aller lire le corrige. Ah oui, si de le dit Bernard. Euh, mais je me souviens qu'il faisait pareil transformation de Lorentz aussi, hein. Euh, là, je sais plus exactement. Tu pourras m'en reparler après si tu veux sur le Discord. Euh, voilà. Mais en tout cas, je pense que tu voulais dire newtonien, sans doute tu voulais dire ça, et ça, ce sont des relations qui restent valables en, en relativité. Donc, c'est vraiment les transformations d'un repère à l'autre qui changent. Alors, on a fait la partie dure du TD3, la partie dure, c'était l'exo 2. Oui, alors la question. Oui, c'est ça, qu'on appelle la contraction de longueur. Comment alors, je vois pas trop quelle est la nature de la question là quand tu parles sur l'univers, mais effectivement, ouais, je te laisse écrire. Ouais, mais c'est un autre effet. C'est un double effet en fait. Il y a un effet de contraction des longueurs dans l'espace tangent en fait de l'espace-temps courbe. Euh, T'as le Soleil qui est là, ça courbe l'espace-temps dans cette vision un peu fausse, mais bon, pourquoi pas, de l'espace-temps qui est courbé. Voilà, t'as le Soleil qui est là, qui courbe l'espace-temps. C'est pour ça que la Terre va en ligne droite, mais en fait, elle va en ligne droite dans un espace-temps courbe. C'est donc qu'elle fait une ellipse, en l'occurrence. On peut calculer que ça fait une ellipse. C'est même pas d'ailleurs, c'est même pas vraiment une ellipse en fait en relativité générale, il y a des corrections. Donc ça, c'est un effet de la courbure. Et au passage, les horloges et les contractions des longueurs existent. Mais en plus de ça, tu as un effet de contraction des longueurs vis-à-vis de ton espace tangent à cette courbure-là, ton espace tangent qui est l'espace de Minkowski autour, qui a son propre cône de lumière dans son coin. Tu as aussi des effets de contraction des longueurs dans ce plan tangent ici. Alors, il y a les deux effets qui s'additionnent en fait, qui peuvent s'additionner ou à la limite même pas forcément constructivement d'ailleurs, ça dépend comment on fait. Elles peuvent s'annuler, etc. Donc, bref. Voilà, alors bon, l'exo 3 est beaucoup plus simple, c'est l'effet Doppler, il est quasiment trivial, le calcul est très rapide. On le fera peut-être demain. Ouais, alors on a un brouillon de TD4 qui a été envoyé ce matin par votre prof d'amphi, donc on va pouvoir aborder le. Parce qu'il y a d'autres exos, non, il n'y a que ça, c'est ça? Ouais, alors l'effet Doppler, il est vraiment très rapide. euh, et on aura le TD4 en ligne d'ici ce soir, je pense. Moi, je vous l'enverrai. Ok, on se dit à demain, 16h, c'est ça? Sauf si. Ah, oui. Bah, on va garder 16h30 pour qu'il n'y ait pas de gens qui ratent, peut-être. Ouais. Ok, 16h30 demain.
je vais refaire la herse de mon côté et je vous en parlerai. À demain.